Je me tourne maintenant vers Éric Payassa et Marine Pertuis. Alors, vous le savez, le CNPF initie des expérimentations partagées. Il développe d'ailleurs un projet de centre de ressources dans le Grand Est. On en dira un mot tout à l'heure. Et puis, le CNPF préconise des méthodes, des protocoles. On vient de le voir par les deux premières interventions. Éric Payassa, vous êtes ingénieur à l'Institut pour le développement forestier, l'IDF. Vous êtes à Bordeaux en ce moment, je crois, et je crois que qui est d'ailleurs à Bordeaux, oui, le centre qui focalise un peu l'expérimentation du CNPF. Le changement climatique, c'est votre spécialité. On vient d'en dire un mot. On va parler sans doute de l'accompagnement de la plantation des nouvelles essences, peut-être à des endroits où on n'avait pas l'habitude de le voir. On sait notamment pour ceux qui aiment le vin que certaines vignes qui se plaisent dans le sud sont plantées dans des endroits dans le nord très inhabituels. Vous nous en direz un mot. Vous allez nous montrer quelles sont les propositions du CNPF dans le cadre du plan de relance, justement. Donc, on vous voit à l'écran et je vous laisse faire un partage. Et puis après ça, on parlera avec Marine qui prendra votre suite. Bon. Va-t-on mon exposé? C'est bon? Oui, c'est très bien. D'accord, très bien. Donc moi je vais aborder l'aspect protocole expérimental dans le cadre donc de ce plan de relance, puisque dans le plan de relance il est proposé, disons, d'y inclure des expérimentations et en particulier des expérimentations face au changement climatique. Donc moi je vais surtout aborder le sujet des propositions qu'on peut faire justement en matière d'expérimentation, hein. Je ne vais pas m'étendre sur l'intérêt ou pas de telle ou telle essence. Et donc voilà. Donc dans le plan de relance, il y a l'instruction, il y a une instruction technique qui est sortie donc le 27 octobre 2020, qui propose une mise à jour d'une circulaire qui existait, ou une instruction qui existait depuis déjà un certain temps concernant le matériel forestier de reproduction. Et en particulier, il y a eu une mise à jour de l'article 6 qui finalement définit dans le cadre d'aide ou de financement, il est possible de l'État, il est possible de mettre en place des expérimentations. Et il y a deux modalités d'expérimentation qui sont proposées. Il y a les plantations installées à titre expérimental. Donc ça, c'est une modalité qui existait déjà depuis longtemps, qui a été remise à jour. Donc ça, c'est des expérimentations qui suivent un objectif bien défini et qui respectent des protocoles précis. Et il y a une deuxième option qui sont les dispositifs de test en gestion, où là, on ouvre la porte à un certain nombre de mises en place, de références, d'essais, si ces essais rentrent dans le cadre d'un réseau d'expérimentation. Alors nous allons voir un petit peu ces deux options et voir un petit peu les propositions qu'on peut faire, nous, CNPF, face à ces deux propositions. Alors juste un balayage rapide du contenu des textes concernant les plantations installées à titre expérimental. Alors il est demandé dans ces plantations d'avoir donc un bon protocole expérimental qui a été validé par un organisme de recherche et développement, sur lequel il est prévu un suivi technique et sur lequel on a aussi prévu un témoin. Alors, pour ce type de plantation expérimentale, bien évidemment, il y a un dossier à remplir auprès de la DRAF avec un certain nombre de renseignements concernant les coordonnées géographiques, plantation, etc. Mais ce qu'il faut bien noter, là, qu'il y a un élément important, c'est le point sur la traçabilité génétique du matériel installé. Ça, dans le cadre du changement climatique, c'est vraiment une donnée essentielle pour l'avenir, pour véritablement savoir de quel matériel génétique on parle. Alors, dans ce cadre de ces plantations expérimentales, bien évidemment, on retrouve le bilan à 5 ans de reprise de survie, des regarnis, etc. Ce qu'on demande pour d'autres types
de plantation. Et donc, il est prévu aussi d'avoir une acceptation de la part du propriétaire pour accéder à ce suivi, sachant que ces expérimentations sont financées avec le budget de l'État, et donc avoir un certain accès à ce dispositif expérimentaux, que ce soit pour le suivi ou voire éventuellement pour des prélèvements de matériel. Alors, le deuxième volet, c'est les dispositifs de test en gestion. Là, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Là, on doit s'inscrire dans un réseau d'installation, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on doit faire dans un coin, mais qui doit faire partie d'un ensemble. Et donc, il y a un protocole qui a été proposé par la DGPE, qui se nomme notre protocole national d'expérimentation de diversification en gestion, qui circule déjà normalement. Donc là, il est prévu que ces dispositifs soient suivis par des organismes de R&D. Contrairement à la modalité précédente, là, il n'y a pas de témoin spécifique précisé. Donc là, on est pour nous dans le cadre d'une référence technique. Là aussi, on a un dossier draft réalisé, bien évidemment, avec un certain nombre d'informations. Là, le bilan de survie, il n'y a pas de bilan de survie exigé. Et même, éventuellement, on peut même avoir, disons, des échecs, puisque là, on entre, disons, si l'objectif est l'adaptation au changement climatique, on part du principe qu'il y a une certaine prise de risque et que là, il n'y aura pas d'exigence, disons, de réussite. Alors, face à ces deux modalités d'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, pour les premières plantations expérimentales, qui concernent donc, puisqu'on parlait de matériel forestier de reproduction, donc là, on peut traduire ça en expérimentation sur les essences et provenances. Nous venons de travailler depuis 2018 sur un projet intitulé Espérance, que certains d'entre vous ont pu entendre parler. Sur ce projet ont participé l'ensemble des principaux organismes de R&D forestière, que sont le FCEBA, l'IEFC, l'INRAE, l'ONF et le CNPF. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet a été financé dans le cadre du Fonds stratégique forêt bois et on arrive à terme justement de ce projet. Et par rapport au plan de relance, on peut proposer l'utilisation de protocoles dans le cadre du réseau Espérance. Donc c'est une proposition qui tombe un petit peu à pic, un petit peu trop tôt peut-être, mais relativement bien à pic, où là, véritablement, suite au projet Espérance, nous souhaitons mettre en place ce réseau Espérance, qui serait un réseau national multipartenaire d'évaluation de ressources génétiques forestières pour le futur. Là, l'idée, c'est véritablement de mettre en place de l'expérimentation, mais de façon mutualisée et collective, de façon à ce qu'on travaille tous dans le même sens. Donc, on a mis en place un cadre national, donc qui dit un cadre, c'est-à-dire avec un accord de consortium, avec une charte. Donc ça, ce sont des documents qui sont en cours de finalisation. Je vous disais qu'on n'avait pas tout à fait fini. La preuve, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui l'accord de consortium, mais on est en cours de finalisation. Dans le cadre de ce réseau qui est cadré avec un accord, on propose des listes d'essences à évaluer, sur lesquelles on a travaillé depuis 2-3 ans pour évaluer un petit peu sur un certain nombre d'essences quelles sont les essences qui seraient potentiellement intéressantes à utiliser dans le cadre d'une production de bois d'œuvre face au changement climatique. Donc on arrive, disons, avec une liste de pas moins de 124 essences potentielles, pour vous indiquer un petit peu un premier panel qui est relativement large, et l'idée est ensuite de mettre en place des expérimentations permettant d'évaluer ces essences-là. Alors je vous ai parlé d'un réseau multipartenaire, et du réseau multipartenaire est véritablement que tout le monde fonctionne ensemble, hein, c'est véritablement d'optimiser l'investissement expérimental français, ce qui est peut-être un petit peu une nouveauté. Et donc, c'est pour ça qu'on a 3 niveaux de protocole, de façon à pouvoir inclure les compétences, les moyens humains et les objectifs d'un petit peu tout le monde. Et on a ainsi 3 niveaux qui sont complémentaires les uns des autres. On a 3 niveaux qui sont les tests d'élimination, les tests de comportement et les îlots d'avenir.
Alors les tests d'élimination, on va dire, c'est le premier niveau, hein, c'est quand on a beaucoup d'essence et sur lesquels on a très très peu d'informations. Donc là, on part avec peu d'arbres, des répétitions, de façon à avoir cadrer un petit peu plus, disons, la décision finale qui sera relativement rapide, et on est sur des surfaces de 2 hectares. Ces tests d'élimination s'apparentent pas mal à ce qu'on peut appeler des arborétomes, hein, des arborétomes forestiers. Là, on va évaluer environ 60 unités génétiques. J'appelle unité génétique un croisement essence-provenance. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est le test de comportement, où là, effectivement, on a moins d'essence. Par contre, on a des unités génétiques qui sont un petit peu plus grandes, puisqu'on a 250 arbres, ce qui permet de suivre, disons, le comportement de ces arbres un petit peu plus longtemps. On n'a pas de répétition et on est sur des surfaces inférieures à 2 hectares. Et le troisième niveau, c'est les îlots d'avenir, où là, on utilise une essence, on n'a pas de répétition, on est sur des petites surfaces. Et là, véritablement, c'est d'évaluer, disons, le fonctionnement de l'essence dans le cadre d'une gestion normale. Sachant que le test de comportement est plus là pour évaluer, comment dire, l'adaptation au sol, et les tests d'élimination, eux, sont plus là pour évaluer l'adaptation aux conditions climatiques du territoire national. Donc, dans le plan de relance, on peut dire que ce sont principalement les tests de comportement et les îlots d'avenir qui pourraient être utilisés de façon à démultiplier l'expérimentation, parce que là, on n'est pas sur des dispositifs sans répétition, et pour nous, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'avoir une démultiplication, disons, de ces expérimentations, et d'avoir une bonne répétition sur l'ensemble du territoire, de façon à avoir une bonne représentativité sur l'ensemble du territoire. Or, dans le cadre de ce réseau Espérance, le CNPF peut apporter un appui aux porteurs de projets dans le choix du protocole et dans le choix des essences. En particulier, dans le choix des essences, j'ai mis un petit logo qui indique le futur site sur les essences qu'on est en train de mettre en place, qui est le site Climessence, qui sera accessible à partir du 1er juillet 2021. Là aussi, hein, on est un petit peu juste par rapport à la sortie du plan de relance, mais quand on a décidé de la sortie de ces produits, le plan de relance n'existait pas encore. Le plan de relance est venu après. Donc, à partir de ce site internet sur les essences forestières, justement, on peut facilité un petit peu le choix sur les essences. Donc, le CNPF peut apporter son aide sur ces choix, mais aussi donc sur la mise en place et le suivi de dispositifs. Là, le CNPF, à ce moment-là, passer des conventions et en fonction des moyens, pouvoir suivre un certain nombre de dispositifs dans le cadre donc de ce réseau Espérance. Donc là, on est sur quelque chose, sur une proposition qui est relativement calée, qui est en plein développement et qui concernera aussi bien la forêt privée que la forêt publique. Deuxième type de dispositif, les dispositifs de test en gestion. Donc là, c'est ouvrir aux gestionnaires la possibilité de mettre en place des options expérimentales, alors qui sont cadrées dans un protocole qui s'intitule Protocole pour l'installation de dispositifs d'expérimentation de diversification en gestion. Alors, ce protocole concerne principalement les essences d'accompagnement dans les plantations en plein, donc constituant moins de 40% des peuplements, et les essences utilisées en enrichissement dès lors que ces enrichissements constituent moins de 40% du peuplement. Donc là, ici, on est sur des problèmes de choix de modalités d'implantation en mélange. Tout à l'heure, Julien Fiquepron parlait un petit peu de l'imagination qu'on peut avoir justement dans la mise en place de ces essences en mélange. Et il y a aussi toute la problématique du choix de composition du mélange, comment on associe des essences et comment on les implante sur le terrain. Donc là, le CNPF a une réflexion en cours sur ces modalités, sur ces compositions en mélange. On sait très bien que le dépôt des dossiers est très proche, puisque si je m'abuse, les dossiers doivent être déposés pour la fin de l'année. Donc là, effectivement, il va falloir avoir un fonctionnement assez, voire très rapide. Le CNPF peut proposer
coordination nationale. Pourquoi une coordination nationale? Parce que là aussi, on a une opportunité de mettre en place un certain nombre de sites où on a, disons, on va avoir une grande diversité, disons, de solutions proposées. Et ça serait bien, disons, d'avoir un certain nombre de répétitions de ces solutions proposées et de cadrer un petit peu ça pour être sûr que par la suite, on puisse obtenir des résultats robustes de la mise en place de ces dispositifs. Mettre en place un dispositif et avoir une information locale, c'est bien. Pouvoir la partager au niveau national, c'est mieux. Et en plus, quand on la partage, on peut la fiabiliser, lui donner de la robustesse. Et derrière, le conseil est beaucoup plus, comment dire, solide et fiable vis-à-vis des forestiers qui s'engagent dans des voies un peu originales. Donc là, on peut avoir ce rôle de coordination, ce rôle d'aider au choix. Et là, on se propose à ce moment-là de mémoriser tous ces sites-là sur une base de données que l'on utilise depuis un certain nombre d'années au sein du CNPF, qui est la base de données expérimentation ILEX du CNPF. Donc, pour terminer, ce plan de relance et l'expérimentation face au changement climatique, pour nous, CNPF, c'est une occasion de mettre en place un certain nombre d'expérimentation, de dispositifs, de références techniques avec l'aide, disons, des opérateurs de terrain et que ce soit pour les provenances ou que ce soit pour les essences, mais aussi que ce soit pour les mélanges, c'est véritablement une chance de pouvoir ouvrir un petit peu le champ des possibles qu'on pourrait mettre en place face au changement climatique qui s'annonce. Il n'est jamais trop tard pour bien commencer. Mais commençons et œuvrons ensemble dans ce cadre-là. Donc, le CNPF a sa part à prendre dans ce cadre-là, en apportant, bon, bien évidemment, son savoir-faire en termes d'expérimentation. Le CNPF fait de l'expérimentation depuis des dizaines d'années. Son expérimentation, son expertise face au changement climatique, on a depuis maintenant quelques années, via le RNTA Force, un certain nombre d'expériences. Une coordination nationale des expérimentations, donc j'ai parlé d'Espérance, et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc du réseau Espérance, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi d'autres projets qui ont déjà mis en place un certain nombre de dispositifs, en particulier les îlots d'avenir. On peut parler de Med for Future, mais aussi de Future for Forest, où là, on essaie, derrière tous ces projets-là, essayer de regrouper un petit peu les données techniques des uns et des autres pour derrière pour faire des analyses et bon et on pourrait aussi faire la même chose sur les tests en gestion. Bien évidemment, on peut aussi participer à des installations d'expérimentation selon les moyens dont on disposera sur le terrain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan de relance est ambitieux, est important, et si tout l'enthousiasme des acteurs de terrain se mettent en œuvre pour faire de l'expérimentation, cela peut faire, disons, un gros volume de travail. Donc là, l'idée derrière, après, c'est d'avoir un regroupement informatique des informations, des données des sites expérimentaux installés. Donc, l'idée est aussi d'avoir un suivi et si on regroupe les données, si on regroupe l'information, on pourra avoir une analyse future qui sera plus robuste et plus prometteuse, j'espère, pour l'avenir. Donc là, maintenant, je place la parole à Marine, qui va vous présenter une approche régionale de ces aspects-là. Merci. Alors merci beaucoup Éric Payassin pour ces premières informations. Effectivement, on va donner la parole tout de suite à Marine Pertuis qui va nous parler de repeuplement également. J'avais une question entre deux et puis alors si on regroupera les questions que vous posez en ce moment par les questions-réponses et je vois qu'il y en a beaucoup, mon Dieu, il y en a presque une cinquantaine. C'est dire que le sujet vous passionne. Vous avez parlé tout à l'heure de bases de données et puis dans le cadre de ce que vous avez appelé les îlots d'avenir, c'est-à-dire ces toutes petites surfaces inférieures à 2 hectares, parfois même un demi-hectare, pour faire de l'expérimentation. Vous en avez beaucoup, vous en disposez partout en France?
Alors, ces îlots d'avenir, l'îlot d'avenir est un terme qui appartient à l'Office, hein, l'Office national des forêts, qui a lancé ce projet-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existait déjà depuis très longtemps des îlots d'avenir, c'est-à-dire des propriétaires qui ont installé sur des petites surfaces, c'est-à-dire un demi-hectare, un hectare, une essence qui qui les ont intéressés à un moment ou à un autre. Et donc, il existe déjà des îlots d'avenir un petit peu partout en France. Euh, on essaie de recenser, on se retrouve avec des peuplements qui ont 20, 30, 50 et peut-être même 100 ans. Effectivement, de tout temps, des gens ont fait de l'expérimentation. Donc, l'intérêt de ces îlots d'avenir, c'est déjà leur surface, un demi-hectare à un hectare, ce qui est déjà, en termes d'expérimentation, qui est relativement important. Et c'est de pouvoir ensuite les regrouper de façon à pouvoir les travailler et donner ensemble sur ces choses-là. Donc, l'Office national des forêts développe cette problématique-là, mais la forêt privée, pareil, se lance aussi sur cet aspect-là, sur cette approche-là expérimentale. Merci pour cette réponse. Marine Pertuis, je me tourne vers vous. Vous êtes ingénieur au CRPF Grand Est, vous êtes à Metz et en charge de la mise en place d'un centre de ressources pour suivre les innovations et sélectionner ce qui fonctionne finalement, faire ce tri. Ça marche pas. Mais parfois c'est pas noir blanc, ça peut être un peu entre les deux. J'imagine que là votre métier n'est pas simple. Vous observez vous des crises sanitaires en forêt et dans le cadre du plan de relance, vous travaillez justement au repeuplement. C'est ce dont vous allez nous parler maintenant avec un programme qui vous est propre dans le Grand Est et qui s'appelle Future Forest justement. Donc je vous laisse la parole, je vous laisse nous le présenter. C'est exactement ça. Je vais vous présenter quelques exemples concrets d'expérimentations qui sont en train d'être mises en œuvre dans la région Grand Est. Alors, c'est parfait, voilà. on a votre... Ça fonctionne nickel. Donc effectivement, vous évoquiez tout à l'heure les îlots d'avenir et vous demandiez s'il y en avait beaucoup. Alors dans le Grand Est, c'est justement un projet qui a été mis en place depuis l'année dernière. Donc c'est le projet Future Forest. C'est dans le cadre d'un partenariat européen pour l'innovation. Donc c'est un projet qui est multipartenaire avec la forêt publique, donc l'ONF, les communes forestières et la Société royale forestière de Belgique. Et donc ce projet vise à installer un réseau d'îlots d'avenir. Et donc c'est ce qu'a évoqué Eric. En fait, l'idée c'est d'installer une essence par îlot pour tester sa résistance climatique et acquérir de nouvelles connaissances sur sa croissance et sa gestion. Alors, plus concrètement, dans le Grand Est, ce programme, il s'articule autour d'environ 75 sites qui font environ 2 hectares chacun, sachant que sur ces 75 sites, il y en a 25 en forêt privée. Et donc, ces 25 sites ont été désignés justement, enfin proposés par des gestionnaires. Alors, sur ces 25 sites en forêt privée, et d'ailleurs pour tous les sites, pour les 75 sites au total, les plantations ont commencé à cette saison 2020-2021, mais elles vont se poursuivre dans la prochaine saison, puisque actuellement, pour les forêts privées, on a 3 sites qui ont été plantés, donc un site en chêne pubescent, un site planté en cyprès de l'Arizona, c'est la photo qu'on voyait précédemment, et un dernier site en séquoia, toujours vert. Alors on a peu de sites qui ont été plantés actuellement parce que un des premiers résultats de cette expérimentation, c'est qu'en fait c'est parfois compliqué de s'approvisionner en graines, voire compliqué pour certains cas d'avoir une germination. Donc ça, c'est un des premiers résultats qu'on a obtenus, mais bien évidemment, on espère en obtenir d'autres. Notamment, on espère connaître les taux de survie de ces essences et, grâce à des mesures de croissance, en apprendre plus sur leur croissance. Alors, là, je vais vous parler d'un projet qui est en train d'être sur lequel on travaille actuellement, mais qui va se concrétiser un peu plus dans le futur. En fait, Juliette Cancel, qui était stagiaire au CRPF Grand Est l'année dernière, avait mené une enquête auprès des gestionnaires pour connaître leurs attentes vis-à-vis de l'expérimentation dans le contexte de changement climatique. Et il s'est avéré qu'il y avait une forte demande d'expérimentation sur sur les nouvelles essences ou provenances. Donc, Eric a parlé tout à l'heure de liste d'essences à tester. Eh ben, Juliette Cancel a travaillé à affiner en quelque sorte cette liste d'essences pour constituer des listes d'essences à tester par famille de stations sur toute la région Grand Est et par type de test.
Donc on est en train de continuer de travailler là-dessus pour qu'à terme on puisse proposer un cahier des charges d'implantation de nouvelles essences ou provenances à la demande des gestionnaires. Et enfin, là, c'est le dernier projet que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le centre de ressources sur lequel on travaille avec les gestionnaires et qui devrait démarrer au deuxième semestre 2021. L'idée, c'est de créer un centre qui rassemble différents chantiers de reboisement qui ont un caractère un peu innovant. Ça ne concerne pas que les choix d'essence, ça peut concerner justement la plantation dans le recru, ou enfin voilà, des chantiers un peu innovants. L'idée, c'est que ça alimente nos réflexions sur les itinéraires de reconstitution, pas que les choix d'essence, c'est ce que je disais, et ça nous permettra peut-être d'identifier des itinéraires sur lesquels on a peut-être peu de recul, et du coup de voir ce qui manque en termes d'essais et de ce qu'on pourrait implanter par la suite. Donc voilà ce qu'on a sous le coude actuellement dans le Grand Est. C'est ce que disait Eric aussi, il existe d'autres programmes dans d'autres régions de France, par exemple Med for Future en région PACA, et c'est l'occasion, enfin le plan de relance, c'est justement l'occasion de tester de nouvelles choses. Merci. Merci, merci Marine Marine Pertuis pour ces explications qui viennent bien compléter celles que nous donnait Eric Payassa. Alors je me tourne tout de suite vers Camille. Je disais tout à l'heure qu'il y avait j'ai vu beaucoup de questions, mais des questions. Alors c'est amusant parce que les gens se répondent. Il y en a un qui pose une question, il y a l'autre qui y répond. Camille, qu'est-ce qui se trame dans votre chat? Alors, il y a effectivement beaucoup de questions sur ces aspects d'expérimentation. J'en ressors une première, c'est sur laquelle Eric a en partie répondu, mais qui est demandé reprécision. C'est que se passe-t-il si on prend une essence qui est hors arrêté MFR, avec par exemple l'exemple du châtaignier CA15, voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait globalement quand on sort d'essence de l'arrêté MFR? Marine, un élément de réponse peut-être, ou Eric, oui. Alors, si on est hors arrêté MFR, on peut effectivement expérimenter des essences qui sont pas dans les arrêtés MFR. Et justement, c'est tout l'intérêt de l'expérimentation, c'est de pouvoir aller un petit peu au-delà, mais ça nécessite à ce moment-là, disons, d'avoir un protocole expérimental, d'avoir une déclaration de ce protocole-là et d'avoir l'aval d'un organisme de R&D. Parce qu'effectivement, dans ce cadre-là, on est avec du matériel non inscrit et donc ça demande une vigilance supplémentaire d'encadrement par des organismes de R&D. Alors vous avez des organismes de R&D, vous avez l'INRA, vous avez l'INRAE, pardon, vous avez le FCBA, vous avez l'ONF et puis vous avez le CNPF-IDF. Donc là, qui permet justement, disons, c'est tout l'objet, disons, de l'article 6 de l'arrêté MFR. C'est d'ouvrir justement la porte sur les espèces qui sont pas dans les espèces ou provenance, hein, bien évidemment. Hein, pas dans cet arrêté. Eric, Marine, je sais pas, ou peut-être Xavier, une question très pratico-pratique, justement, je profite de la poser avant de l'oublier. Comment accéder aux résultats de l'expérimentation? Est-ce que certains de ces résultats sont disponibles pour que les uns et les autres puissent en prendre connaissance? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'expérimentation forestière, comme la forêt, hein, dure très longtemps. C'est-à-dire qu'on a les résultats sur une essence, on l'a pas le lendemain, l'année suivante qu'on a installé l'essence. Il faut toujours du temps. Il y a toujours du temps nécessaire à l'obtention de résultats. C'est toujours compliqué, disons, de transmettre l'information. C'est pour ça que l'on a mis en place un site internet sur les essences forestières qui s'appelle Climessence et qui a pour objectif justement de faire remonter cette information en apportant des informations techniques sur les essences forestières et éventuellement même de préciser où sont ces dispositifs forestiers, ces dispositifs expérimentaux pour une essence donnée. C'est un des moyens qu'on a trouvé pour justement mettre à disposition toute l'information technique que l'on obtient via les expérimentations à disposition du public le plus large.
disons, des pratiques, disons, classiques de publication des résultats via des revues scientifiques, mais peu de forestiers lisent les revues scientifiques. On a des revues techniques, comme la revue Forêt Entreprise, ou des revues locales, ou un certain nombre de revues d'information, où au travers de ces revues, on fait passer des messages de résultats sur ces expérimentations. Et puis aussi, on a une troisième voie qui est les réunions de terrain, la vulgarisation de terrain, où là, on rassemble les propriétaires, on les amène sur les expérimentations, on leur montre les résultats en vraie grandeur, on les amène sur les parcelles, on leur explique les résultats, on diffuse l'information. C'est compliqué de diffuser l'information parce qu'une réunion, c'est 30, 40 personnes. Bon, un article, on peut toucher un petit peu plus de monde, mais voilà, on a toujours un problème de diffusion de l'information, et c'est pour ça qu'un site internet sur les essences forestières est peut-être une voie justement de transmettre cette information au public le plus large possible. Je peux peut-être simplement compléter. Enfin, moi, ce qui me semble important, et Eric l'a décrit, c'est que quand on met en place un placeau, un îlot d'avenir, où on va avoir une essence sur une petite surface, le résultat qu'on va obtenir sur la parcelle, il a un intérêt qui est relativement limité, puisqu'il se limite à un endroit précis, à une mise en place d'une certaine façon, dans un contexte climatique qui est celui d'un moment. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer le même type de placeau dans l'ensemble du territoire, et c'est l'analyse de cet ensemble d'implantations qui va permettre d'obtenir des résultats qui ont une certaine validité et qu'on pourra, voilà. Donc, je pense que c'est, à travers ça, je veux dire que c'est l'importance aussi de pouvoir collecter, retenir l'information dans un même site pour qu'on puisse faire des analyses plus globales, en fait, des informations et pas simplement site par site. Et je me permets d'ajouter que justement dans le Grand Est, l'intérêt du centre de ressources est bel et bien de rassembler un peu ces expérimentations qui ont eu lieu précédemment ou qui auront lieu dans le cadre du plan de relance pour justement peut-être identifier si dans certaines zones il nous manque des informations, peut-être que ce sera judicieux d'implanter de nouvelles expérimentations pour combler ces manques. Et à terme, le centre de ressources, un des objectifs que j'ai pas cité non plus, mais c'est bel et bien de construire une sorte de référentiel pédagogique pour qu'on puisse amener les propriétaires sur certains sites, les propriétaires et les gestionnaires, pour qu'on réfléchisse ensemble aux itinéraires de reconstitution. Camille, est-ce qu'on a d'autres questions dirigées directement sur la recherche et Oui, alors deux questions, une pour Xavier en deux parties et ensuite une pour Olivier avant de peut-être élargir avec deux questions pour la conclusion. Je vais commencer peut-être par celle pour Xavier. C'est les deux volets, c'est avant-après la mise en place de ces protocoles. C'est comment est-ce qu'on peut proposer un protocole au CRPF ou comment ça se passe sur le lien entre la mise en place du protocole et la discussion. Et puis, le suivi de ces expérimentations, est-ce qu'il est payant? Et est-ce que, pour le coup, est-ce que c'est possible partout, selon les moyens, de mettre en œuvre ces dispositifs suivis par le CNPF? Alors, comment faire? Je pense que le plus simple, c'est que prendre contact avec le CRPF de votre région. Il y a un responsable expérimentation dans chaque CRPF. Ce responsable expérimentation assurera le lien avec l'IDF pour pouvoir mettre en place les protocoles. Voilà, je pense que ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, alors Eric disait tout à l'heure, l'expérimentation forestière, c'est du long terme, ça donne des résultats sur le long terme, donc ça nécessite un suivi sur un nombre d'années relativement important. Quoi qu'il en soit, on peut déjà avoir des informations qui peuvent être relativement rapides, notamment sur la réussite de la plantation. Si on peut avoir aussi des éléments sur la croissance initiale et croissance initiale comparée de différentes essences. Ensuite, on entre sur des observations qui sont plus longues
Et c'est vrai que plus on va multiplier le nombre d'expérimentations, plus il y aura de suivi à faire. Ces suivis se cumulant d'année en année, ça peut faire quelque chose d'assez lourd. Dans la mesure du possible, je pense que les CRPF qui sont intéressés par la mise en place de ces placeaux, parce que c'est une vraie réponse qu'on peut apporter sur le long terme. Et je pense qu'on l'a dit suffisamment, l'importance de l'observation pour le suivi du changement climatique et de ses conséquences. Donc, on peut obtenir un certain nombre d'informations précises à partir de ces protocoles et qu'on essaiera de suivre au maximum dans les régions, bien sûr dans la limite de nos moyens. La question suivante s'adressait à Olivier. Il y a une question sur ces espèces exotiques. Est-ce que c'est pas un risque de planter à grande échelle des espèces dites exotiques dans le choix des espèces qui sont indiquées? Alors, le changement climatique, il est en marche, et donc on voit bien que il nous attend dans le futur en termes de température, d'aléas climatiques, fait que même si on a énormément d'espèces et de provenance génétique sur le domaine français, on a cette chance-là aussi d'avoir beaucoup d'espèces et beaucoup de provenance. Et il n'est pas complètement irresponsable aussi d'aller regarder comment des espèces méditerranéennes qui ne sont pas aujourd'hui chez nous, mais qui arriveront sans doute, pourront se comporter. Et comme on sait qu'un arbre, il met du temps à pousser, plus tôt on teste, plus tôt on collecte de l'information, plus vite le forestier sera en capacité de proposer des solutions viables et pour les forêts. Et donc, vous l'avez entendu, que ça soit ce qui se passe dans le Grand Est ou au niveau du réseau Espérance, ce sont des placeaux, ce sont des parcelles de 2 hectares par-ci, 2 hectares par-là dans un massif forestier. C'est vrai qu'on prend beaucoup de précautions, c'est suivi par des organismes de recherche et développement. Et donc cette collecte d'informations est vraiment très très précieuse. Et si on ne faisait pas ça aujourd'hui, on serait vraiment très démunis dans 20 ans, dans 30 ans, quand on aura des conditions sans doute plus drastiques aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on joue les apprentis sorciers? Moi, je dirais que non, dans la mesure où on prend des précautions, effectivement, d'hybridation, de faire attention que les espèces voisines, cousines de chez nous ne seront pas dites polluées, entre guillemets, mais même si l'hybridation est quelque chose d'assez naturel. Voilà, donc on a vraiment besoin de cette base de connaissances, de ce centre de ressources pour ensuite mieux choisir plus tard. Olivier, je voudrais profiter que vous ayez la parole juste pour vous poser. Vous dites que on veut surtout pas jouer les apprentis sorciers. Il y a un sujet qui est extrêmement sensible en ce moment. Ce sont les infections par des agents infectieux qui peuvent venir d'ici ou là. Et vous avez évoqué, compte tenu du réchauffement climatique, de l'accompagnement à la migration finalement de certaines espèces qui vivent actuellement plutôt dans le sud, dans des zones chaudes, pour les adapter dans des zones qui vont devenir chaudes. Comment allons-nous faire? On a eu des expériences de migration comme ça, on pourrait citer la Calarose ou d'autres. Comment va-t-on être certain de ne pas importer d'une région à une autre, voire d'un pays à un autre, le pire? Céline Rae, c'est des gens comme ça avec qui vous travaillez? Bien sûr, mais je pense que c'est aussi, alors il y a toutes ces observations à faire et ce suivi de l'évolution des maladies. Il faut savoir aussi que ce qui nous arrive aujourd'hui, quand on parle de la calarose, du nématode, etc., c'est souvent aussi des échanges commerciaux intercontinentaux qui n'ont rien à voir avec le changement climatique. Hein, qui aujourd'hui, donc on est dans une autre sphère. Alors certes, le changement du climat peut faire en sorte que tel pathogène qui serait arrivé au moment où il faisait 3 degrés ne serait pas développé. Le jour où il en fait 30, il va se développer. Et on voit bien que ces conditions climatiques peuvent favoriser
l'émergence de maladies nouvelles, et c'est vrai que c'est aujourd'hui un vrai sujet, ces maladies nouvelles, mais qui sont souvent liées plus à des échanges entre nous, entre humains, du fait de nos activités économiques, plus que le changement climatique aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'après, il y a des précautions à prendre, et je dirais que dans la migration assistée, telle qu'on l'envisage, il y a aussi, c'est par étapes, parce que on voit bien que les espèces forestières sont extrêmement diversifiées du point de vue génétique, c'est-à-dire qu'un chêne pédonculé du nord de la France et un chêne pédonculé du sud de la France n'auront pas les mêmes caractéristiques génétiques, forcément. Donc déjà, c'est de faire en sorte d'utiliser toute cette diversité existante. C'est vrai que les espèces ou les provenances du sud pourraient petit à petit remonter, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est quand tout ça ne marchera pas, d'avoir des ressources génétiques nouvelles, d'espèces nouvelles. Mais dans un premier, il faut y aller par gradation. C'est vrai que tout ça se fait sous contrôle des connaissances scientifiques avec l'INRAE, notamment, puisque c'est dont on parle aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette observation. Et le département santé des forêts est aussi un organisme extrêmement précieux sur l'observation de l'étendue de la progression des maladies et des pathogènes. Donc c'est vraiment des partenariats très importants. Je pourrais citer que dans le cadre du RMT à Force, on avait parlé à ce moment-là du guide des gestions des forêts en crise sanitaire, qui permet, grâce à ce partenariat interdisciplinaire, de se prémunir en fait le mieux possible. Et c'est vrai qu'on n'évitera pas forcément, mais déjà si on a des forêts diversifiées, on complique un peu la tâche d'un scolyte qui viendrait sur une espèce particulière. Si cette espèce est très disséminée, il ira moins vite pour nous faire quelques dégâts. Camille. Et une dernière question pour Olivier avant de passer pour une question pour Xavier qui ouvrira la conclusion, je pense, à l'occasion d'introduire la conclusion. Donc pour Olivier, une question un peu spécifique sur la possibilité justement de planter aussi dans des peuplements irréguliers, gérés de manière irrégulière. C'est vrai que quand on parle plantation, on parle souvent je coupe le peuplement et je replante derrière. Faut bien imaginer qu'aujourd'hui, on a des capacités et les techniques aussi pour enrichir des peuplements, c'est-à-dire où tous les arbres sont là, mais il y a des trouées dans ces peuplements, et dans ces trouées-là, tout à fait possibilité d'introduire soit des provenances un peu différentes, là aussi peut-être de tester des choses, ou tout simplement de venir enrichir les peuplements irréguliers. Et en plus, ça peut être des techniques extrêmement intéressantes dans le cadre du changement climatique, où on a des printemps, des étés très secs, très chauds. Le fait d'avoir des petits collectifs au sein de peuplements déjà constitués peut permettre aussi de faire en sorte qu'ils sont déjà un peu protégés des agressions climatiques futures. Donc tout à fait, cette possibilité est tout à fait ouverte. Je pense aura un certain succès, je pense. Une question pour Xavier, pardon. La dernière question, je pense, va introduire la conclusion de Xavier. Il y a eu quand même beaucoup d'interrogations sur Bioclimsol, son coût et la possibilité de sa mise en œuvre avant les formations, étant donné le calendrier très serré. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est remonté fortement au sein des questions. Donc je pense que voilà, peut-être reprendre sur cet aspect de coût et de calendrier, en sachant que les formations ont évidemment un délai qui sera un tout petit peu plus long qu'une mise en œuvre immédiate. Donc voilà, ce sera la dernière question que j'ai à transmettre. Alors sur cette question, et je comprends bien l'attente forte puisque le plan de relance impose des délais qui sont extrêmement serrés, et donc je comprends bien l'attente des gestionnaires pour pouvoir remplir leur dossier qui nécessite un diagnostic et qui nécessite donc de pouvoir avoir accès aux outils qui permettent de faire ce diagnostic. En même temps, vous l'avez vu dans ce webinaire, c'est que le CNPF travaille sur un certain nombre de dossiers, un certain nombre de sujets
depuis un certain nombre d'années, avec un calendrier d'avancement qui n'a pas attendu le plan de relance. Le plan de relance vient, je dirais, apporter à la fois une chance pour le renouvellement des peuplements, l'adaptation des forêts au changement climatique, et en même temps un peu une perturbation dans le calendrier qui était prévu initialement. Donc, ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'est de mettre en place très très rapidement une possibilité donc de faire des diagnostics pour le compte des gestionnaires et avec les gestionnaires, donc en collaboration pour assurer un début de prise en main de l'outil, montrer à quoi il peut servir et puis réaliser les diagnostics sur les premiers dossiers. On peut essayer, on va essayer de le faire, d'accélérer au maximum les formations ouvertes aux gestionnaires. Donc, qui était, comme je vous l'ai dit, prévu en septembre. On va essayer de voir si on peut accélérer, avancer un petit peu ce calendrier de formation. Mais en tout cas, on reste disponible. On va essayer d'apporter le soutien possible sur les sujets, sur les dossiers qui méritent un diagnostic bioclimsol notamment dans un avenir proche, sachant qu'il y a d'autres outils dont a parlé Jérôme Rosa en début de cette webinaire, qui sont la méthode Archi, qui peut donner des indications sur les risques de dépérissement d'un certain nombre de peuplements, et sur les catalogues de stations qui apportent aussi un certain nombre d'informations sur la prise en compte et la sensibilité d'un territoire aux évolutions climatiques. Donc voilà, je pense que on va essayer on comprend bien et tous ces outils ont bien été élaborés pas pour le plaisir du CNPF, mais pour qu'ils puissent servir à tout le monde. On est dans une urgence, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse répondre le mieux possible à cette urgence. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors Xavier, comme l'a dit Camille tout à l'heure, et c'est vrai que je regarde ma montre, on a déjà dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti, ou en tout cas qu'on s'était donné comme raisonnable pour un webinaire. On sait que c'est parfois un petit peu compliqué, mais je vois que les gens ne sont pas partis, ils sont encore très présents. On a plus de 150 personnes encore maintenant. Une dernière question qui peut-être sera votre conclusion, ou je ne sais pas, vous y amènera en tout cas. Ce plan de relance, c'est 150 millions d'euros d'investissement. C'est pas rien, c'est une somme qui est véritablement importante. Pour le CNPF, qu'est-ce que ça représente? Vous l'avez dit, il faut accélérer dans vos programmes de développement qui sont les vôtres en ce moment, mais en même temps, c'est aussi, j'imagine, une chance de régler un certain nombre de problèmes sur le terrain que vous cherchiez à régler depuis longtemps. C'est une manne supplémentaire pour pouvoir travailler sur des sujets nouveaux, expérimentés, on l'a dit. Le CNPF, grâce à ça, va prendre encore une nouvelle dimension, une nouvelle mesure. C'est une question. Aujourd'hui, le plan de relance n'apporte pas de financement direct au CNPF pour mener des actions supplémentaires. C'est un plan de relance qui ouvre des perspectives. C'est un plan qui est un plan d'investissement, donc qui apporte des financements pour les propriétaires et donc pour les gestionnaires qui vont mettre en œuvre ces actions. C'est vrai que c'est l'occasion pour nous d'accélérer un nombre de travaux. Ça va être aussi donc l'occasion de tester en vraie grandeur l'application de Bioclimsol sur un certain nombre de terrains, de parcelles en lien avec les gestionnaires, donc ce que je viens d'exprimer. Moi, ce qui me semble important, c'est que ce plan de relance, en fait, il bouscule un peu tout le monde parce qu'il y a une urgence climatique qui a été rappelée. On voit bien. Alors le cas le plus, je dirais le plus dramatique et le plus visible, se passe avec la crise scolyte dans le Grand Est. On peut estimer qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 millions de mètres cubes d'épicéas qui ont été scolités depuis le début de la crise. C'est à peu près 30 000 hectares. Donc c'est extrêmement visible et extrêmement, je dirais, douloureux pour les propriétaires qui subissent
dégâts, et donc avec une grande nécessité là de pouvoir renouveler ces peuplements et trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va mettre pour remplacer l'épicéa? Donc ça, c'est la question que posait le ministre dans son introduction. Savoir comment renouveler ces peuplements, quelles essences privilégier, quelle sylviculture appliquer. Et on l'a vu, le bon sens invite à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on pourrait dire que le mot d'ordre pour des actions sans regret, c'est la diversification. Alors diversification, bien sûr, on en a parlé des essences ou des provenances, avec aussi diversification avec des peuplements plus mélangés, diversification des sylvicultures, hein. On peut avoir des cycles courts qui permettent de s'adapter aux évolutions rapides et de minimiser les risques. Et puis on peut avoir des cycles plus longs qui sont plus favorables à la séquestration de carbone à la fois dans les peuplements et dans les sols. Donc voilà, aucun choix n'est simple et avant de prendre une décision, je pense qu'on l'a montré aussi, il est nécessaire de poser un diagnostic le plus objectif possible. Bioclimsol, Archi, les guides de station, enfin tous ces outils qui vous ont été montrés, alors qui ont été présentés peut-être un peu trop rapidement, mais ils donnent quand même des moyens de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et de la même façon, le CNPF est prêt à mettre en place, ça a été l'exposé d'Éric Payassa et de Marine Pertuis, de mettre en place des parcelles expérimentales, d'accompagner les gestionnaires dans ce cadre-là pour tester de nouvelles essences, mais de façon prudente. Je pense qu'un des points qui a été évoqué souvent aussi, c'est le fait que la dynamique et la vitesse des changements globaux là qui sont en cours depuis un certain nombre d'années sont susceptibles de dépasser la capacité d'évolution et d'adaptation naturelle des forêts. Et donc, le vieil adage forestier qui dit que imiter la nature et hâter son œuvre garde sous toute sa valeur en se gardant bien de confondre hâte et précipitation. Aujourd'hui, personne ne peut dire avoir la vérité, la solution, mais il s'agit d'intervenir par petites touches et je crois que c'est Olivier Picard qui disait qu'il faut garder une certaine humilité en accordant une attention toute particulière à l'observation de ce qui se passe en forêt, observation et à l'analyse. Et cela veut dire aussi, et le ministre le rappelait, ça veut dire aussi parfois prendre des risques. Tous les choix dans un contexte général d'incertitude, tous les choix présentent un certain nombre de risques. Je crois que la pire des choses, ça serait de ne pas bouger. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour lancer un appel. La situation des forêts françaises mérite que toutes les bonnes volontés travaillent en bonne intelligence, en synergie, pour essayer de trouver des solutions. Et je vous encourage donc à ne pas hésiter à solliciter le CNPF, l'établissement public au service de la gestion durable des forêts privées, avec l'IDF qui est son service de recherche-développement. Nous essaierons de développer des collaborations positives et bien entendu qu'il y avait demande avec une certaine urgence et des collaborations positives pour que la forêt privée relève le mieux possible les défis qui se présentent à elle. Et pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ce webinaire. D'abord notre animateur Stéphane Delage, son animation, les intervenants Jérôme Rosa, Julien Fiquepron, Éric Payassa et Marine Pertuis, les modérateurs en coulisses Benjamin Cano et Sylvain Pilon, que vous n'avez pas ni entendu ni vu, le service de communication du CNPF et tout particulièrement Camille Loudin. Et je tenais aussi à remercier Gaël Legros, directeur du CRPF d'Île-de-France et du Centre Val-de-Loire, que vous n'avez pas vu non plus, mais qui était la cheville ouvrière de ce webinaire. Merci à tous et à bientôt pour beaucoup d'entre vous.